ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Van de Waal du cabinet Winline. Yinline. Comme le yin et le yang. Yinline. Experte en gestion du stress, psychothérapeute, sophrologue entre autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler des addictions aux écrans. Je passe la parole à Serge. Oui, ce sera beaucoup plus simple puisque là je vois que les écrans, toi, Enza, c'est pas ton truc. Michel, Oui, l'addiction aux écrans. Je crois sujet. c'est un très vaste sujet. Je crois qu'on est tous addicts aux écrans depuis que Alors, l'arrivée du téléphone, etc. Pas d'accord avec toi. Bon, ben voilà. Ça commence. J'ai tout faux. De toute façon, ça commence, ça va être tout le temps comme ça. Non, il y a une addiction, c'est pratiquement une pathologie. C'est-à-dire, tu peux avoir un passionné qui va se passionner pour une série télé. Par exemple, dès qu'il a terminé son travail, le soir, il se met devant la télé et hop, il est sur Netflix, sur sa série télé. Il n'est que passionné. Mais c'est une différence entre passionné Exactement. et addict en fait. Tout à fait. Le passionné, tu vas l'appeler en lui disant « Tiens, il y a une super sortie rock !» Ah bah tiens, je vais aller à la sortie rock. Oui, il peut passer à aura autre chose en autant fait. de plaisir à aller danser le rock, le tango, autre chose, que d'être devant sa série télé. Et quand il sera dans la soirée, la série télé ne lui manquera pas. Un addicté, c'est pas pareil. Il va rentrer le soir, il va se mettre devant son écran, tu vas lui proposer un rendez-vous pour aller boire un pot avec les potes. Il va trouver une astuce pour pas y aller. Parce que là, il sera devant son écran. Il va, contraint et forcé, aller dans une sortie, mais il va être malheureux dans sa sortie. Il pensera qu'il n'est pas devant son écran. Il est totalement dépendant. Son cerveau est pris un petit peu en otage par une idée. J'ai besoin de... Si je ne le fais pas, je me sentirai mal. Oui, mais là, tu parles pour des adultes. Un adulte est quelqu'un même un enfant, qui est conscient. Même un ado, l'adulte n'est absolument pas conscient qu'il a une addiction. Il ne s'en rend pas compte. Quand tu lui demandes, il te dit qu'il va très bien. Il te dit que c'est pas un problème pour lui. Il arrête quand il veut, mais c'est pas vrai. Il est impossible pour lui d'arrêter quand il veut. Il peut pas. Il y a une espèce de... Mais même à 15 ans, il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau, qui a pris le pouvoir sur son cerveau, qui fait les connexions électriques, puisque ça fonctionne avec des neurones. Et c'est comme si tu veux, le cerveau, tu vas imaginer que c'est un ordinateur. Et que quelqu'un va mettre la main sur l'ordinateur. Normalement, c'est le conscient qui va décider, là, j'ai envie de faire ça. Ça me fait plaisir. Il le fait. Il se met un petit carré de chocolat devant sa télé le soir. Au bout de plusieurs jours, le cerveau va se dire « Ah oui, mais il a pris cette habitude-là. Il aime bien son petit carré de chocolat. Pourquoi je lui demanderais son avis, puisque de toute façon, c'est ce qu'il va faire. » Alors, automatiquement, tu vas avoir envie de ce carré de chocolat. Le geste, il va devenir machinal. C'est pas pour ça que tu es addicté. Tu es devenu dans un geste machinal, comme de prendre une cigarette. Voilà. À un moment, tu te rends compte que ça t'encombre, que ça t'ennuie, que ça ne te fait plus plaisir. Tu as le libre arbitre dessus. Tu peux dire, non d'un chien, je peux tout à fait prendre ce carré de chocolat, mais rien ne m'empêche de prendre une tisane. Bah, je vais prendre une tisane. Tu ne vas pas rentrer dans ce système-là. Mais à partir du moment où, c'est vicieux, hein, c'est très vicieux, le système va se mettre en place et quand on va te proposer autre chose et que tu vas prendre autre chose, tu vas être malheureux parce que tu vas être prisonnier, tu en as besoin. Tu te rends compte que tu passes du plaisir, que tu passes de la passion pour, je sais pas moi, tu vas te passionner pour des matchs de tennis à la télé, par exemple, mais tu peux t'arrêter, tu peux faire autre chose. Tu es encore dans le libre arbitre. Mais à partir du moment où tu ne l'as plus, il y a une espèce de démon on l'appelle le stress, qui va prendre la main sur cet ordinateur. Et son objectif à toi, excuse-moi, je ne vais pas être poli, c'est de t'emmerder, c'est de te pourrir la vie de façon à te faire perdre. Il va te faire perdre ton temps parce qu'il mange tout ton temps. Il est énergivore, il est chronophage, c'est une vraie dictature. Tu es dans une espèce de besoin, je dois, il faut. Et là, quand tu te rends compte que autour de toi, on te dit « Mais regarde ce que tu fais !» Tu te nuis à toi-même, éventuellement tu nuis à ton entourage, tu perturbes la famille, tu perturbes autre chose. Et là, la personne te dit « Ah non, il faut plus. » Et là, elle rentre dans du refus, qu'elle va passer dans du contrôle. Et elle va essayer de contrôler. Et ça met une pression. Un peu comme si tu serrais le poing, puis que tu serrais le poing très très fort. Tu tiens combien de temps ? Arrivé à un moment, tu lâches.
Et le problème, c'est que tu t'empêches de le manger, ce chocolat. Tu t'empêches de la regarder, cette série télé, de jouer sur ce jeu comme Fortnite, où j'en passe et des meilleurs. C'est ça. Ou ces gens qui sont addictés aux sites d'argent, aux sites porno aussi. Et non, je dois pas, il faut pas, parce que ça va mettre mon ménage en l'air. Et ils se retiennent, ils s'interdisent un mois. Et encore, je suis très gentille quand je dis un mois. Puis quand ils lâchent, eh ben, ils vont aller faire 2 fois plus. Le souci, c'est que pendant qu'ils s'interdisent, ils vont toujours aussi mal, alors ils vont chercher autre chose. C'est-à-dire celui qui arrête la cigarette, il va prendre une vapoteuse. Et puis quand il va reprendre la cigarette, il aura les deux. Il y a toujours quelque chose derrière qui fait voilà, il aura les deux. On revient toujours sur... Une règle de base en psycho, c'est que quand tu arrêtes une dépendance brutalement, une addiction brutalement, sans avoir réglé le pourquoi. Et dans les vidéos que je passe sur mon site internet ou même sur les réseaux, j'ai une ligne de conduite, un peu ma signature à moi. Ce qui a coulé Titanic, c'est pas le dessus, hein, c'est le dessous. Bah oui. Et quand à partir du moment où tu vas priver quelqu'un de son addiction, tu coupes la tête à un chardon, mais tu as toujours la racine, et plus tu vas lui couper la tête, plus tu vas lui mettre des injections, et plus tu vas lui retirer, et plus le chardon, quand il va pousser, ben, il va pousser plus fort. Et la personne, quand elle va avoir été privée et qu'elle va être en frustration, eh ben, elle va te le faire encore plus. Et mon boulot à moi, je récupère les personnes, elles ont fait un circuit phénoménal. Elles sont allées voir tout le monde, elles sont allées voir le médecin pour avoir un médicament. Oui, puisque la médecine en général, elle ne peut absolument rien faire la là-dessus. médecine, alors, tu as 2 médecines. Tu as la médecine allopathique et tu as la médecine holistique. La médecine allopathique, tu as mal à l'estomac, tu vas voir le médecin, il ne discute pas, il te donne un médicament pour le mal à l'estomac, il t'arrête, il te met un mois en arrêt de travail parce que tu tiens pas debout. Tu reprends le boulot, un mois après, tu as refait ton ulcère à l'estomac. Pourquoi ? Parce que la raison qui t'a filé un ulcère à l'estomac, un harcèlement moral sur le lieu du travail, on ne l'a pas compris et on ne t'a pas aidé à la gérer. Ça, c'est la médecine allopathique. La médecine holistique, celle dont les médecines douces sont issues, la médecine chinoise, moi je suis praticienne de médecine chinoise, sont des métiers qui vont aller dans toute la périphérie pour aller voir comment ça se fait que tu es comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu arriver dans ta vie pour que tu sois comme ça ? Comment tu fonctionnes dans ta vie pour que tu en aies un ulcère à l'estomac ? Pour que tu aies besoin d'aller combler un grand vide, peut-être sur Facebook, qu'est-ce qu'on va chercher ? Des amis ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces gens qui montrent ce qu'ils mangent ? Qui montrent tout ce qu'ils font ? C'est tout juste, ils ne montrent pas qu'ils sont partis aux toilettes. Tout simplement pour dire, mais je suis là, j'existe. Regarde tous les amis que j'ai, parce qu'en réalité, je suis peut-être tout seul. D'accord ? Les personnes qui vont sur des sites de jeux, c'est qu'elles ont un besoin quelque part qu'elles n'arrivent pas à combler. Et elles se disent que peut-être qu'en allant sur ce site de jeu, elles arriveront à acheter des choses pour montrer qu'elles sont à la hauteur, pour montrer qu'elles valent aussi bien que les autres. C'est tout un travail de thérapie en amont. Il y a quelque chose qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'avec le chômage, tu as beaucoup de gens qui font des pseudo-formations, 1 semaine, 2 semaines, et tu retrouves ces gens-là avec des plaques. Mais ce n'est pas des thérapeutes, c'est des hypnotiseurs qui vont prendre quelqu'un, qui vont le mettre sur un fauteuil, puis qui vont dire « Ah ben je te fais une séance d'hypnose tout de suite, pof, 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 t'es guéri. » Eh tiens, tu coupes la tête du chardon. Et derrière, la personne, elle va aller encore plus mal. Je me suis accrochée avec un magnétiseur. Le magnétiseur, il a pris quelqu'un en burn-out. Je ne sais pas si tu imagines un burn-out. Et la personne a pété les plombs de partout et elle essaye de compenser comme elle peut, cette personne-là. Et elle se dit que peut-être pour combattre son mal-être, elle va aller voir un magnétiseur. Le magnétiseur n'est pas thérapeute, il n'est pas psychothérapeute. Je respecte pour son travail. Remettre de l'énergie, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il a bon cœur, ce magnétiseur. Il fait partie de la médecine holistique. Il travaille avec amour. Eh bien, il va donner de l'énergie à la personne. Et la personne, elle se retrouve exactement comme celui qui a une rage de dents, à qui tu mets un antalgique. C'est bien si tu n'as qu'une névralgie. Mais si ta dent, elle est infectée, et que tu passes ton temps à te mettre de l'antalgique, et que tu ne soignes pas ton infection, résultat, l'infection va te monter au cerveau. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils ne soignent pas, et la personne pense qu'elle est guérie.
Quand, Et ça quand, marche quand on pas. est addict aux écrans Dieu et sait au qu'il y en a- chocolat, puisque tu parlais de avec le chocolat, chocolat. le chocolat, il faut C'est que pareil. j'arrête alors le chocolat. Puisque Mais c'est- non, tu peux te faire plaisir avec du chocolat. Oui, non, mais Du moment que t'es pas à l'excès. c'est plus du plaisir, quelquefois, c'est tous les soirs. Voilà. Voilà. Ça devient un Mais besoin. comment T'es on fait prisonnier, mais t'es prisonnier. Alors Comment on fait pour fait se libérer Alors, justement comment on fait pour se libérer Puisque les écrans, en fin de compte, on les a tous, puisqu'on a Alors, tous un aujourd'hui, téléphone. on est dans un cyberespace. Tu veux un billet de train, tu dois aller prendre Voilà. ton téléphone. Tu veux aller regarder ta consommation d'EDF, tu prends ton téléphone. Voilà. Bon, alors, à partir du moment où la personne, elle reste dans un côté rationnel, dans la gestion du temps, mais du raisonnable, elle va s'en servir comme pratique. Elle fait, je mets un SMS, je suis dans un bouchon, je t'appelle, j'aurai 10 minutes de retard. Moi, je dis que c'est très utile. Je prends mon billet de train, plutôt que d'aller perdre le temps à faire la queue à la gare, je le commande. On va dire qu'on est dans une utilisation intelligente et rationnelle. À partir du moment où la personne va se retrouver dans une espèce d'engrenage, cet engrenage, à un moment ou à un autre, elle en sera prisonnière et son subconscient va lui envoyer un signal qu'elle ne comprendra pas ou qu'elle ne voudra pas écouter. Parce que le subconscient te préviendra toujours, à un moment ou à un autre, la nature est bien faite, par une espèce de ressenti désagréable. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Notre boulot à nous, de thérapeutes, et toutes les thérapies confondues, quelles qu'elles soient, de thérapie, je parle de psychologie, d'accord, vont te dire, tu dois passer par l'acceptation. La personne te dit, je ne peux pas accepter ce qui est inacceptable. Non, on ne te demande pas d'accepter ce qui est inacceptable. Je te demande d'accepter que tu as le choix, que ta vie t'appartient à toi. Et regarde, gère les répercussions que ça va avoir. La médecine chinoise, à la base, est une médecine d'anticipation. Et moi, je suis issue de ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. À partir du moment où la pathologie, elle est là, tu la gères, mais tu vas travailler sur cette anticipation pour éviter la rechute. Ou l'intérêt d'avoir des vrais thérapeutes. D'avoir des gens qui connaissent leur métier, d'avoir des gens qui ont des tas d'outils. C'est pas un arc que j'ai, moi, c'est une harpe. Oui. Parce que ça fait 40 ans que je suis sur le métier. Donc, on peut se rassurer. Tu peux t'en sortir. On n'est absolument pas addict à ce moment-là, puisque Ah en fin de si, compte, le tu téléphone. arrives, tu es addict, mais tu acceptes Oui. que tu as un problème et surtout, tu vois l'intérêt du changement du problème. Notre boulot, à nous, déjà à la base, c'est d'attirer l'attention de la personne sur le fait qu'elle a un problème, parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Une fois que la personne a compris qu'elle a un problème, le deuxième boulot, et il n'est pas moindre, c'est de lui faire accepter qu'elle a un problème. Parce que souvent, la personne, elle dit, oui, mais moi, si je fais ça, c'est parce que les autres, ils m'embêtent, et le problème, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre. Donc, faire accepter à la personne que, effectivement, que l'autre, il l'embête et que c'est un problème, mais que son problème à elle, c'est qu'elle ne sait pas gérer l'autre. Et c'est qu'elle ne sait pas prendre du recul sur l'autre. Donc, on va lui faire accepter qu'elle a le problème, et ensuite, il va falloir susciter chez cette personne l'intérêt du changement. Donc, il va falloir l'aider à lui dire, mais regarde de quoi tu te prives en faisant ça. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose dans ta vie de très intéressant dont tu te prives parce que tout ton temps, tu le passes là? Donc, trouver à la personne un autre centre d'intérêt et une motivation. Lorsqu'on va traiter un passionné et lorsqu'on va traiter un addicté, on va avoir certains outils de travail qui vont être les mêmes. La gestion du temps que tu vas passer sur l'écran et le fait d'avoir une passion et de se dire, mais est-ce que je pourrais pas aussi diversifier plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier? Et la personne, tu ne l'empêcheras pas d'être passionnée, c'est une personnalité, mais elle va pouvoir avoir plaisir à faire plein d'autres choses. À partir du moment où la personne est addictée, on va utiliser ces outils-là aussi, mais on a besoin de tout un tas d'autres outils derrière pour comprendre comment elle fonctionne, pour comprendre où il est son vide, où elle est sa souffrance, quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'elle a besoin de combler et pourquoi elle est dépendante. Et mon boulot à moi, c'est pas de rendre des patients dépendants dans des thérapies de 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est en un mois et demi de temps maximum avec des outils qui sont issus des médecines holistiques. Je fais bien sûr psycho de base. Ça, j'en utilise un petit peu. Mais Freud, j'en utilise qu'à peine. Derrière, je suis Gestalt, des thérapies comportementales et cognitives. Mais j'utilise la PNL.
l'APCM, avec le management, la sophrologie, Qu'est-ce que ça veut l'hypnose. dire Alors, c'est des outils oui, qui... PNL. Alors, programmation, c'est une programmation neurolinguistique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des outils de communication. Ça, comment tu vas communiquer avec la personne. Dans la PCM, on est plutôt dans ces outils de communication, mais dans un but de management. Le thérapeute, il n'est pas vraiment dans la communication, le psychologue. Tu vas chez le psychologue, il t'écoute. Freud, il t'écoute. Hein, et sa base, c'est de dire, le patient il va venir, il va mal. C'est pour ça que j'ai quitté psycho, que j'ai claqué la porte. Le patient vient te voir, il va mal. Il a mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal au cœur? Tu vomis. Alors tu vas vomir sur le bureau du psychologue. Et le psychologue, il va t'écouter. Et puis il va même te plaindre. Mais il n'apporte pas de solution. Alors, l'idée il fait freudienne... peut-être pas de jugement non plus, il peut pas faire de l'idée jugement. freudienne, c'est de se dire que quand le patient, il te dit, voilà, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. C'est exutoire, quoi, en fin de compte. Voilà, il dit ce qui va pas. Le thérapeute, il arrête sur un point, à la fin quasiment de la thérapie. Ou peut-être on est en train de parler de son père. On reparlera donc de ton père la prochaine fois. Et là, j'ai pris la porte chez Freud, moi. Je l'ai pris, la porte. J'ai dit, non, mais je suis d'accord pour que la personne, elle vienne te voir et qu'elle te dise à quel point elle va bien. Elle vomit. Mais lui demander de ravaler son vomi pour revenir la prochaine fois et revomir, tu m'étonnes que tu vas remettre tous les gens malades. Bon, en plus, c'est des méthodes, si au début ça te fait du bien, ça soulage, ce sont des méthodes qui te gardent dans le passé. Donc, tu passes ton temps à ruminer tes vieux déchets. Eh bien, monte à coliforchon sur le dos d'un cheval et mets ton nez sous sa queue et tu vas voir si tu avances. Oui, parce que quand on est en boucle... Comment tu veux avancer en regardant comme ça sous la queue du cheval? On va prendre le symbolisme de l'équilibre, il n'y a pas mieux qu'un vélo. Monte sur un vélo et regarde derrière. Tu vas te casser le nez. Essaye d'avancer et regarde derrière. Le premier obstacle, c'est pour toi. Donc là, tu as des thérapies comportementales et cognitives, des outils comme la PNL et des outils comme la PCM. Et la PCM va trouver la personnalité de la personne. Tu vas pas parler pareil à un gentil qu'à un rebelle. Le gentil, si tu le bouscules, il va avoir peur. Que le rebelle, si tu lui dis oui, mais tu sais, ça me ferait beaucoup de plaisir de... Il va dire, moi, j'en ai rien à faire que ça lui fasse plaisir. Il veut que ça bouge, il veut que ça remue. D'accord? Tu vas parler à quelqu'un qui gère son temps. Il va dire, bon, combien de temps ça va me mettre, combien ça va me coûter, et où est-ce que je vais aller, et en combien de temps? Il faut trouver la personnalité. Ensuite, les canaux de communication, il n'y a pas mieux que l'hypnose pour les connaître. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Tu as des personnes qui vont dire, oh, bon, mais celui-là, je ne le trouve plus. Hein. Son canal de communication, il est olfactif. Celui-là, il va dire, moi j'ai envie de croquer la vie avec plein dents. Il a envie de savourer, lui. C'est un gourmand. Toi, t'es un gourmand. Toi, si je te mets au régime, tu meurs. Voilà. Je peux pas te priver de chocolat. Mais par contre, je peux te dire... Je vais m'en priver savoure. Je vais m'en priver tout seul. Je suis allé faire les courses tout à l'heure. J'ai oublié d'acheter du chocolat. Voilà, mais tu vas savourer autre chose. Parce que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de savourer la vie. Tu vas mettre un épicurien. Et un épicurien, tu vas l'empêcher de savourer la vie. Tu peux pas. Il faut le faire Ça différemment. devient une addiction, alors, d'être épicurien. L'épicurien n'est pas une addiction. L'épicurien, c'est un art de vivre. Tu donnes une bouteille de vin à quelqu'un qui est addicté, il va te la descendre. Tu donnes une bouteille de vin à un épicurien, il va choisir un bon vin et il va le savourer. Oui. Et il va pas descendre la bouteille comme ça, comme un glouton. Et parce qu'il en a besoin, il va te prendre un verre là, avec pourquoi? Parce que là, il y a une bonne blanquette. Voilà, c'est voilà. vrai. Oui. Et puis, il va le savourer. On boit et à la limite, des petites quantités. tout à mais fait. du bon. Il va le faire durer. Et si sa bouteille, il a pris 2 verres, 3 verres, et que ça suffit pour son plat, et je dis, j'en aurai encore pour demain. Alors, les addictions, alors il n'y a pas que les addictions à l'écran, il y a des addictions à tout. Alors Voilà. il y a des gens qui sont... L'addiction à l'écran, L'alcoolisme, c'est une Tout à addiction fait. aussi. L'addiction à l'écran, c'est une infinie partie de toutes les addictions. C'est le thème que j'aborde actuellement parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année et que je vais essayer sur les réseaux d'attirer l'attention des parents pour faire de la prévention. Les enfants vont demander des jeux vidéo. Voilà, c'est encore Tout une à année fait. où Ils vont ça va être demander les jeux des vidéo. téléphones avec des jeux vidéo. Je suis allée chez le médecin il y a quelque temps. Il y avait un gamin, il devait être à l'école maternelle. Dans le temps, quand j'allais chez le médecin avec mon père, il m'achetait une BD. Et je lisais ma BD en attendant mon tour. Qu'a fait la maman? Son gamin pleurait, il pleurnichait, il était limite crise à se rouler par terre. Il voulait le téléphone pour jouer dessus. Il devait avoir 5 ans. C'est même pas lire, pas écrire, mais il voulait le jeu sur le téléphone. Là, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont céder, ils vont donner des jeux.
Et puis, ils vont amener l'engrenage à la maison. Attention, quand l'enfant va glisser dans l'engrenage et qu'il y sera coincé, pour le sortir de là, ça va être compliqué. Prévention. Tu gères le temps d'écran. Tu mets un minimum de règles. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu n'as pas que ça. Tu vas faire aussi d'autres choses. L'exclusivité, c'est pas tu rentres, tu te colles là-dedans. Non. Tu vas faire du sport, tu vas aller voir tes amis, on va faire des jeux de société, on va aller chez les grands-parents. Tu fais pas que ça. Oui, mais moi je le vois souvent, les gens, le gamin il pleure, tiens. Ils achètent leur tranquillité en fait. Ils l'achètent comme ça la petit. tranquillité du gamin en lui donnant le téléphone. C'est une éducation qui Moi j'ai doit déjà vu commencer plus de 5 ans, hein, Michel. Oui. Ah oui. C'est affolant. Hein. C'est une éducation qui doit commencer plus petit. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée, je devais avoir 25 ans. Je m'en vais dans un restaurant asiatique, un excellent restaurant asiatique, et devant la grande baie vitrée, il y avait de quoi garer la voiture. Je vois une voiture arriver, se garer, mais juste devant la fenêtre. Un papa asiatique, une maman asiatique arrivent, ils avaient 3 enfants. La petite fille devait avoir à peu près 5 ans, le gamin 3-4 ans, et un bébé dans un couffin. Il faisait très beau. Le papa pose sur la grande table le bébé dans le couffin, et voilà que le bébé commence à pleurer. Maman se lève, va câliner, le bébé ne se calme pas. Papa en fait autant, le bébé ne se calme pas. Au bout de 10 minutes, on s'est tous regardés dans le resto, on a dit, il ne va pas faire ça quand même. Il a pris le couffin, il l'a mis dans la voiture devant la fenêtre. 10 minutes après, il est allé chercher le couffin, il l'a posé, on n'a plus entendu le gamin jusqu'à la fin du repas. C'est une autre forme d'éducation. C'est une éducation qui, pour nous a tous choqués. Mais peut-être que pour eux, c'est peut-être... Pour eux, c'est dans la normalité, mais quand tu regardes ce que font les gamins asiatiques, dans la discipline et dans le respect, eh ben, les Français, on a à apprendre. Hein. Mais aujourd'hui, on veut acheter le silence d'un gamin. Oui, on lui achète un jeu, ou on lui achète une console, etc. Ça va être de pire en pire, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est le téléphone, la télévision. Mais il y arrivera un moment, il y a tellement de problèmes. Aujourd'hui, on crée nous-mêmes. Aujourd'hui, j'en arrive à gérer. Là, j'ai encore pris un rendez-vous pour mardi matin avec un papa. Je lui ai dit, je vous vois vous avant de voir l'enfant. L'enfant a 7 ans. Elle est totalement déscolarisée par le médecin parce que la gamine, elle ne veut plus aller à l'école. Elle est scotchée sur ses jeux vidéo. Oui, c'est grave. Oui. 7 ans. C'est grave. 7 ans. Elle fait des crises d'hystérie, si bien que le médecin l'a déscolarisée. Mais comment on peut rattraper un enfant ? Alors, on peut rattraper un enfant. Alors, on va dire qu'un enfant, c'est beaucoup plus malléable qu'un adulte. L'enfant, il a envie d'être grand. L'enfant, il a envie d'être libre. À partir du moment où c'est un peu comme si tu lui proposais, il faut lui remettre en main la liberté de choix et la responsabilité des conséquences de ses actes. Et ça s'apprend tout petit. Et là, on va par exemple lui proposer 2-3 choix qui ne sont pas géniaux, puis un choix absolument fabuleux, qui va lui dire, mais si là, tu vois, tu es prisonnier, tu ne peux rien faire. Et tu grandiras pas, tu vas rester prisonnier, comme un petit enfant qui ne peut pas grandir dans une prison. C'est un peu comme si tu étais chez un sorcier, et que le sorcier, il avait jeté un sort, et qui dit, tu seras toujours un petit enfant qui va obéir, et tu obéiras toujours à ce que je vais te dire. Et un enfant, lui dire qu'il obéisse tout le temps, on va dire, par contre, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Ça serait quoi ? Moi, je veux être grand, moi, je veux être libre. Eh bien, si tu veux être grand et si tu veux être libre, il ne faut plus jamais te laisser mettre en prison. Et le gamin va te suivre. Oui, en fait, ça lui fait tilt. Voilà, parce qu'il faut utiliser des métaphores. Oui, il y a des méthodes aussi. L'hypnose va utiliser 10 formes d'hypnose différentes. Tu vas avoir une hypnose où on va travailler sur le physique, mais par exemple pour la relaxation. Mais la meilleure des hypnoses est une hypnose conversationnelle avec des métaphores. Le gamin, on va lui parler d'un magicien, on va lui parler d'un sorcier, et on va lui demander qui il préfère. Mais bien sûr que le magicien va lui dire, mais sois libre comme un oiseau. L'oiseau, il va où il veut. Le temps passe vite, oui. C'est déjà la fin. Écoutez, Michel, vous avez répondu à toutes nos questions. J'ai même pas eu besoin. Non, vraiment, c'était passionnant ce que vous nous avez raconté. Et on aimerait bien que vous reveniez, j'ai envie de dire, pour continuer peut-être la conversation et parler aussi d'autres choses, oui, bien sûr. D'autres compétences que vous avez. avez. Vous parler des aides à des mamans qui n'arrivent pas à avoir des bébés. Voilà. Des personnes qui, dans une société où on a peut-être 2 nationalités, c'est un petit peu compliqué de remettre en cause une éducation
qui fait que tu dis pas non à papa. Il y a Mais tellement voilà. de thèmes Il y en aura fait. beaucoup de choses. Vous reviendrez l'année prochaine, Je reviens Michel, l'année avec prochaine, il n'y plaisir. a pas de problème. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.